La France Atlas, ou notre destinée, aux éditions Cité française, écrit et lu par Charles Ferrus. Comprendre. La France, fille de la civilisation carolingienne. Par l'alliance de l'Église catholique romaine et du royaume des Francs, la bascule de la civilisation romaine vers la civilisation carolingienne était enclenchée. Elle allait pouvoir se différencier du restant de l'Empire romain en Orient, l'Empire byzantin. Mais face à la montée de la civilisation carolingienne, les guerres entre tribus germaniques désirant se partager le restant de l'Empire romain moribond se poursuivaient. Francs, Burgondes, Vandales, Alamans, Visigoths, Ostrogoths, Alains, hier frères, aujourd'hui ennemis mortels. Les royaumes germaniques qui déferlèrent sur l'Empire romain, en majorité, se christianisèrent pour se rapprocher de leurs sujets. Mais la force du royaume des Francs était sa légitimité, obtenue par la bénédiction de l'Église de Rome. Les autres royaumes, Burgonde, Visigoth ou Vandales, s'étaient tous convertis à un courant alternatif du christianisme, l'arianisme, du nom du théologien Arius, qui au IVe siècle professa une interprétation polémique sur la nature de la Trinité et qui fut déclarée comme hérésie lors du concile de Nicée sous Constantin Ier, concile qui marqua la doctrine officielle du christianisme d'État, le catholicisme romain. L'expansion du royaume des Francs fut rapide et décisive. Les Francs, qui étaient déjà habitués à côtoyer des Gallo-romains et autres citoyens de l'Empire, intégrèrent les élites aux leurs et s'assimilèrent facilement en favorisant les mariages mixtes. Le conquérant était conquis. Le droit romain, écrit et centralisé, fut fusionné au droit germanique oral et localisé, d'abord par Clovis avec la loi salique, puis, suite à sa victoire sur le roi arien wisigoth Alaric II, par le bréviaire d'Alaric, code juridique directement inspiré par le chef-d'œuvre du droit juridique, le code de Théodose, parachevé plus tard par l'empereur Justinien. La civilisation carolingienne est ainsi le produit de la romanité, de la catholicité et de la germanité. De la romanité, nous tenons d'abord l'idée d'État, dirigée par les valeurs de la res publica, la chose publique, c'est-à-dire l'intérêt général, mais aussi et surtout l'idée de citoyenneté. Là où l'Orient, déjà multimillénaire, était parsemé de royaumes et d'empires de droit divin, comme en Perse ou dans l'Égypte antique, le modèle de cité-État prit son essor dans la Grèce antique. Du tribalisme des origines, des individus aux mœurs et aux traditions communes se rassemblèrent en communautés d'intérêt, fédérées par une loi commune. L'organisation entre les hommes devint plus hiérarchisée, les lois orales devinrent écrites. Ainsi, un individu ne devait plus seulement obéissance à ses aînés ou à sa famille, donc à son sang, mais il devait avant tout obéissance à l'État. En se soumettant à l'autorité de l'État, l'individu obtint des avantages, liberté de commercer, participation aux décisions politiques. Il se défie des liens du sang pour se lier à une nouvelle entité plus abstraite, la communauté civique. Au-delà même de l'architecture grecque, au-delà même des mêmes origines homériques qu'elle se donna à travers Énée, c'est ce modèle grec de citoyenneté qui infusa toute l'histoire de Rome. Ainsi, un citoyen romain, qu'il fût d'origine gauloise, hispanique ou germanique, exprimait d'abord son attachement à la cité de Rome, c'est-à-dire à ses lois et à ses dieux, le profane se mêlant au sacré. La catholicité est cette rencontre entre cette spiritualité chrétienne tout orientale et cette romanité. L'Église catholique romaine va ainsi calquer son administration sur celle de la centralisation en cascade de l'Empire romain. Le pape romain étant l'empereur des croyants et les évêques ses gouverneurs. L'universalisme romain, celui d'une grandeur politique, fusionna avec l'universalisme chrétien. Un Dieu, une loi, une communauté de destin. Cette fusion ne fut pas parfaite, car ces deux universalismes étaient antagonistes.
Là où Rome asseyait sa légitimité sur la verticalité de l'État, le christianisme promouvait l'horizontalité et l'égalité des croyants. Là où Rome célébrait leur dieu tutélaire Mars, le dieu de la guerre, le christianisme célébrait l'amour de son prochain. Là où Rome chérissait le héros mort pour sa patrie, le christianisme chérissait le martyr mort pour un royaume hors de ce monde. Là où Rome cultivait un certain art de vivre, mélangeant plaisir et luxure, le christianisme cultivait une austérité toute divine. Vivre en César et mourir en Christ, le fil rouge de l'Occident chrétien jusqu'à nos jours. Quant à la germanité, elle ne relève ni du politique, ni du spirituel, mais plutôt d'un mysticisme de l'individu enraciné. La liberté et l'honneur sont des valeurs suprêmes. Les vengeances pour crimes d'honneur furent d'ailleurs interdites par Clovis. Cette liberté individuelle se reflétait collectivement par l'acceptation des droits coutumiers, oraux, propres à chaque tribu germanique. Un fort esprit d'indépendance malgré un même inconscient collectif. Là où les Gaulois s'assimilèrent assez rapidement après la défaite de Vercingétorix face à César, les tribus germaniques furent toujours la plus grande force de résistance à l'expansion romaine. Arminius, le héros germanique, n'eut pas le même sort que Vercingétorix. Il fédéra les tribus germaniques et botta les Romains à tout jamais de leurs terres. Traumatisés, les Romains ne tentèrent plus jamais de s'étendre au-delà du Rhin. Mais Arminius lui-même fut abattu par les siens. Ce germanique, qui avait côtoyé les Romains, concentrait et centralisait toutes les décisions politiques. Il devenait trop romain. À l'ordre concret germanique, celui de la terre et du sang, de nature décentralisée, s'opposait l'ordre abstrait romain, centralisé, celui de la cité et de la politique. De Clovis jusqu'à Charlemagne, cet esprit germanique fut à la fois la force et la faiblesse du royaume des Francs. Car lorsqu'on gouverne, se pose la question de la continuité de l'État. Suivant les traditions germaniques, le royaume des Francs fut successivement uni puis divisé entre les fils héritiers, créant un état d'instabilité permanent et de guerre civile. Mais leur détermination, leur pugnacité les préserva de disparaître. Car c'est toujours, lorsqu'on est attaqué de l'extérieur, qu'on redevient uni à l'intérieur. Et ce ne fut pas un assaillant, mais deux, les plus terribles et déterminés envahisseurs venant à la fois du nord et du sud. Des navigateurs hors pair, païens, qui déferlèrent d'abord sur les îles britanniques, puis sur le nord du continent européen. Au sud, une cavalerie égayée par une foi nouvelle attaqua par raids successifs. Leur progression fut éclair. L'Hispanie chrétienne était déjà conquise et ne sera libérée que 7 siècles plus tard. L'Europe chrétienne était au bord du précipice. Les descendants de Clovis n'avaient plus l'étoffe de leurs glorieux ancêtres. De facto, une famille franque dirigeait les affaires du royaume. Une famille qui avait de l'ambition, de l'envie. Ces envahisseurs d'une foi nouvelle avaient déjà pénétré le royaume des Francs et terrorisé les populations locales. Qui pour les arrêter? Le deuxième du royaume, Charles Martel, maire du palais, organisa la contre-attaque. Et comme Arminius avant lui, il pourfendit ces envahisseurs du sud et arrêta net leur expansion. Non, la Francie ne subira pas le même sort que l'Hispanie. La légitimité du second du royaume devint plus forte que celui du roi franc et le sort de la dynastie mérovingienne de Clovis était scellé. Pépin le Bref, fils de Charles Martel, en échange de services rendus au pape, reçut l'autorisation de destituer le dernier des Mérovingiens et fut sacré, par 2 fois, par le pape. Pépin, comme le mythique roi David, fut oint d'une huile sacrée qui lui donna une légitimité divine. Il réorganisa d'une main ferme le royaume et l'étendit. Tout était prêt pour que son fils, Charles, devienne Charles le Grand, Charlemagne. La civilisation carolingienne dont nous sommes les héritiers tire ainsi le nom de Charlemagne. Ce fut durant son règne que le royaume des Francs trouva son équilibre entre romanité, catholicité et germanité. Rome n'avait jamais disparu de l'esprit des élites et Charlemagne, avec la bénédiction du pape, n'était plus roi des Francs, mais empereur d'Occident. Plus César que Christ, Charlemagne fut un conquérant sans pitié et domina enfin ces tribus germaniques turbulentes, les Saxons. Ce que l'Empire romain n'avait pas su faire, Charlemagne le fit. Il centralisa l'État, se fit entourer par des élites de toute l'Europe chrétienne et réforma en profondeur son nouvel empire grâce à une administration plus efficace. En unifiant l'Europe, Charlemagne permit aux idées et aux innovations de circuler plus vite. Architecture, imposition, culture, écriture,
Science. Un véritable engouement s'était créé autour de ce jeune empire. Charlemagne avait uni l'Europe de Clovis et l'Europe romaine. Il s'inscrivait ainsi dans cette longue histoire. Il en était l'héritier légitime. Il nomma bientôt son fils, comme son glorieux ancêtre, notre premier Louis de France, Louis le Pieux. Mais la même tare germanique revint, et bientôt l'Empire fut à nouveau divisé entre les trois fils de Louis le Pieux. La Gaule devenait ainsi la Francie, et son roi, Charles le Chauve. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche. Les grandes puissances qui feront l'histoire de l'Europe jusqu'à nos jours sont toutes filles de la civilisation carolingienne. Cette prise de conscience civilisationnelle entre ces peuples-nations est absolument nécessaire pour leur propre survie. C'est la condition première pour une véritable union des peuples européens en une même nation. La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.